Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo sur les tracés, les mesures, la précision, tous les outils qu'on utilise pour ça, que j'utilise pour ça, des petites astuces qui vont bien, que tout le monde ne connaît pas forcément. Au passage, je voulais aussi vous remercier pour tous les bons retours sur la dernière vidéo, plein de commentaires encourageants, intéressants. Moi, ça me donne vraiment envie de continuer, de vous apporter d'autres choses, donc voilà, je voulais vous remercier pour ça. On commence par les mètres à ruban. Donc il y en a différentes sortes. Moi, j'utilise au quotidien un 5 mètres. Super costaud, super rigide, qui casse super loin, essentiellement parce que je travaille tout seul en fait, donc pour ma prise de cote seule c'est super pratique. Un petit détail sur tous les mètres gradués, vous avez un chiffre romain ici, c'est le degré de précision de votre mètre, 1 étant le plus précis, 4 le moins précis. La plupart de ce qui est correct est à 2. Alors pourquoi est-ce que j'utilise un gros mètre comme ça? Je vous ai dit parce que je travaille tout seul, et j'aime beaucoup son crochet. Je peux prendre des cotes latéralement, classiquement, et par le dessus, sachant qu'il est très bien gravé en bas. Il est costaud, il est tombé de l'échafaudage un million de fois, j'en suis vraiment content. Donc quand on est content d'un mètre, c'est assez dur à trouver, on n'hésite pas à en prendre un d'avance, au cas où il ne se refasse pas ou quoi que ce soit d'autre. Alors je vous ai pris celui-là, c'est celui que j'avais avant, il a fait 6 mois. Alors oui, il n'est pas cassé, par contre c'est une catastrophe, il n'y a rien qu'à tenu. La petite gâchette qui est censée le bloquer, elle bloque rien du tout. L'avantage de ce type de mètre, c'est que c'est vous qui bloquez avec votre doigt. Donc d'ici que votre doigt marche plus, il y a de la marge. J'utilise aussi 2 petits mètres, rarement, en fait quand on travaille à 2. Donc ils sont vraiment identiques, ils ont été fabriqués en même temps, vous êtes sûr qu'ils ont la même précision. Vous travaillez à 2, vous échangez des cotes, vous avez tous les deux le même mètre. Et puis j'ai aussi celui-là qui traînait, je voulais le montrer. C'est des petits gadgets un petit peu si vous voulez. En fait pour déduire, pour prendre une cote entre, pour déduire l'épaisseur du mètre, ils l'ont fait avec un petit cadran puis une petite ligne là, de cote. C'est sympa, mais c'est pas forcément le genre de gadget qu'il faut regarder quand vous achetez votre mètre. C'est la solidité et est-ce qu'il vous convient. Petite chose à savoir sur le mètre à ruban. Alors certains connaissent, mais d'autres connaissent pas et ça peut éviter de passer pour un con. On se demande toujours pourquoi ils ont un petit jeu. On se dit, ouais, c'est pas super précis un mètre à ruban, t'as vu le jeu? Alors en fait, ce jeu il est calculé. Le jeu il fait pile poil l'épaisseur de votre gâchette, pour la bonne et simple raison qu'on peut prendre tantôt une cote en tirant, tantôt une cote en poussant. C'est-à-dire que ici, si je prends une cote comme ça, je tire donc sur mon crochet, mais si je prends la même cote avec un obstacle, j'appuie mon crochet, j'aurai le même résultat à la sortie. En fait, ce jeu est calculé. Alors évidemment, plus votre mètre sera de qualité, plus le jeu sera vraiment de l'épaisseur pile poil de la gâchette. Donc c'est pas que vos mètres ont du jeu, ça sert à ça, c'est fait pour ça. Sur le mètre à ruban, sur tous les mètres d'ailleurs, vous n'êtes pas sûr de l'état du bout de votre mètre. Ce qui peut arriver avec l'usure, ce qui peut arriver aussi beaucoup avec les mètres à branches. Vous voulez mesurer vraiment quelque chose de très précis. En fait, vous trichez, vous partez de 10. Donc par exemple, j'ai 20 cm à tracer très précisément. Je vais me poser comme ça, et je vais tracer un trait à 10, un trait à 30. Et là, je suis sur un tronçon en plein milieu de mon mètre, il ne peut pas y avoir de problème. Autant mon crochet peut être abîmé ou le bout de mon mètre à branche peut être abîmé, on part souvent de 10. Par contre, dans la précipitation, on n'oublie pas de retirer 10 à la cote qu'on a trouvée. Parce que si je vais chercher ici, hop, et là, hop, du coup j'ai 30, oui, mais je suis parti à 10, donc j'ai 20. Petite erreur toute bête, mais ça arrive. Alors, autre alternative au mètre à ruban que j'utilise de temps en temps, le mètre à couture. Ça fait rire pas mal de monde, hein, ça n'a rien à foutre dans une caisse à outils. Et bah si en fait, pour prendre vos développés ou vos périmètres. Beaucoup plus pratique que le mètre à ruban que vous allez tordre dans tous les sens, qui ne va pas aimer en plus. Nous en Zingri, on travaille beaucoup avec les développés. Donc voilà, c'est un petit truc à savoir. Si vous n'en avez pas, vous coupez une petite languette de feuille, vous faites le tour de votre tuyau, vous faites une marque, vous remettez à plat, vous mesurez, ça marche aussi. On continue avec les mètres à branches. Souvent, ils sont en bois, en ferraille ou en PVC. J'en ai pas en PVC ici, c'est une matière que j'aime pas, ça se dégrade, enfin j'aime pas, voilà. J'utilise principalement celui en bois. Quand on en prend soin, qu'il est assez récent, les articulations sont encore vraiment solides, on peut se le passer de la main à la main, et on peut venir prendre un angle avec, sans problème, ça vous fait office de fausse équerre si vous préférez. C'est un 2 mètres, ça prend un peu de place dans la poche, mais c'est vraiment le mètre idéal de la poche à mètre. Ça existe aussi en 1 mètre, par contre attention, surtout pas prendre quelque chose de publicitaire. La publicité prend la moitié des graduations, et on a envie de se dire ils sont malins, ils ont dû faire l'inverse derrière.
Eh ben non, ils ont fait exactement la même chose derrière. Donc, suivant la position, vous n'êtes pas à l'aise pour mesurer. Donc les mètres publicitaires, c'est sympa, sans plus. En ferraille, moi je l'utilise pas mal en zinguerie. Alors moi je trouve que c'est très sympa et très lisible, notamment en extérieur quand il pleut ou quoi, par rapport au mètre en bois dont on prend soin, qu'il soit noir, gravé clair. Et gravé, pas que peint, il faut aussi qu'il soit gravé. Sinon vous le mettez 3 fois dans la poche, il est rayé, vous ne pouvez plus rien lire. Et puis j'ai aussi ça, cadeau d'un copain, pour vous montrer l'exemple. Bon bah là les articulations sont complètement lâches. Donc c'est pas avec celui-là que vous allez faire fausse équerre évidemment. Mais bon, c'est un objet rigolo que j'aime bien traîner avec moi. Alors une autre petite astuce avec celui en ferraille notamment, quand je suis sur un toit, on utilise des petites pointes de 27 mm galvanisées. Donc là j'en ai pas, hein, c'est une pointe de 70. Et même sans les gants, quand il fait froid, c'est pour planter dans le zinc en plus, ça rip tout le temps, c'est super dur à tenir, on s'explose les doigts à chaque fois avec le marteau. Vous prenez votre pointe, vous la calez là. Tac, 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 vous pré-enfoncez jusqu'à qu'elle tienne un petit peu. Vous ressortez le mètre, vous finissez votre pointe. Ça peut dépanner. C'est vraiment une petite bidouille, mais j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Vous trouverez bien sûr sur les mètres à branches aussi le petit chiffre romain qui vous donne l'indice de précision du mètre. Alors, petite astuce avec le mètre à branches qui est super sympa, on l'utilise beaucoup en atelier. Il peut servir de trusquin. C'est-à-dire, vous le mettez en forme de 4, grosso merdo. Vous allez utiliser la grosse partie du mètre pour coulisser. Et sur cette branche-là, vous allez lire votre mesure. On peut aller, grosso merdo, de 0 jusqu'à 15. Au-delà de 15, on sort presque du mètre. En fait, un trusquin, ça sert à... L'outil existe en lui-même, hein, j'en ai pas à vous montrer malheureusement. Ça sert à tracer une parallèle par rapport au champ de la pièce. Donc, c'est-à-dire, là, on veut se faire un petit trait à 25 mm. Donc, j'aligne mes 25 mm au bord du mètre. Je me mets contre la pièce en question, le crayon, et hop, je me trace une parallèle à 25 mm. Ça sert bien souvent en atelier, en menuiserie, voire même en charpente. On a également le télémètre, ou le mètre laser. Donc ça, pas pour travailler clairement, parce qu'il peut prendre la cote, mais il ne sait pas la retranscrire si vous avez quelque chose à tracer. Par contre, pour tout le boulot préparatoire, pour prendre vos surfaces, prendre vos volumes, prendre une longueur de gouttière, prendre une hauteur de fêtage, toutes ces choses-là, sans sortir d'échelle, c'est quand même très pratique. Alors évitez en plein zénith, parce que si les piles sont pas neuves, on voit mal le point. Donc voilà, je voulais vous en parler quand même, un outil de mesure qui est pratique et qui est intéressant aussi pour prendre des cotes en espace, c'est-à-dire en intervalle. C'est-à-dire typiquement une baie de fenêtre, donc la baie c'est le trou avant qu'on mette la fenêtre. Vous voulez envoyer vos cotes au menuisier, il est très pratique pour se mettre contre quelque chose et venir contre autre chose. C'est là qu'il est le plus utile. Et c'est très précis, voilà. Je voulais vous en parler quand même. On fait un petit passage sur les réglés métalliques. Le réglet de mécanicien que tout le monde connaît. Donc pratique, léger, fin, précis, moi j'aime bien. Un peu petit pour moi, je vous expliquerai. On est gravé en millimètres sur une face, en demi-millimètre sur l'autre face. Celui qui n'aime pas les demi-millimètres, comme moi, j'aime pas ça parce que je trouve que ça remplit beaucoup trop le réglet. Si on veut un demi-millimètre, on est assez grand pour mettre un coup de crayon entre 2 mm. Mais au moins, celui qui n'aime pas les demi-millimètres, il choisit son côté. Donc pratique, plutôt pour ceux qui travaillent le fer et la mécanique. La jauge de charpentier, c'est l'équivalent du réglet pour ceux qui travaillent le bois, pour la charpente notamment. Donc on fait 30 mm de large, c'est la largeur d'une mortaise en charpente. Donc on s'en sert aussi beaucoup pour ça. On a toujours en tête qu'il fait 30 mm, c'est souvent un jeu qu'on peut se donner quand on a envie de tracer, on se dit tiens je vais me donner un petit jeu, tac, on prend souvent 30 mm, on est habitué à travailler comme ça quand on a cet outil là. Vous allez me dire, je vous ai dit tout à l'heure, les outils publicitaires ne sont pas gravés au-dessus. Seulement là, ils sont un peu plus malins, si on la retourne, on est gravé de l'autre côté, on trouvera toujours à tracer avec. Alors tous ces réglés métalliques évidemment, il faut passer l'ongle dessus, il faut que ça gratte, il faut que ce soit gravé. Si c'est juste peint, ça ne tient pas longtemps. Donc voilà pour la jauge. Un réglet de table à dessin, un grand réglet, 1 mètre, ça peut servir pour de la précision. Moi personnellement j'utilise dans un gris, mais vous pouvez faire plein de découpes précises avec, jusqu'à 1 mètre. Au-delà c'est quand même très encombrant et difficile d'emmener sur les chantiers. Alors défaut, il est gravé en demi-millimètre, mais que sur un côté et pas sur toute la face. Et quand on le retourne, bah, vu qu'ils sont pas malins, c'est sur le même côté. Donc moi je trouve ça assez gênant, c'est un petit peu décevant. Voilà pour le tour sur les réglés métalliques. Alors un chapitre intéressant et important, les équerres. On a ce que tout le monde connaît, l'équerre à talon. Donc à talon pourquoi? Parce qu'on peut venir la rapporter contre quelque chose et avec la surépaisseur, elle bute. C'est ce qu'on appelle le talon de l'équerre.
On peut prendre avec également un angle à 45 degrés. On ne travaille pas sur une large table, ça peut suffire quand même. Donc pareil, avec le talon. Utile aussi pour prendre une cote depuis le bord. C'est-à-dire qu'on est sûr d'être au bord. Alors que si on prend notre cote comme ça, bah en plus là l'arête est cassée, on est au bord, on n'est pas au bord, on ne sait pas. Donc là on peut prendre notre cote en lisant en bas, le 0 est vraiment sur le talon. Donc voilà, le modèle classique que tout le monde connaît. On a son équivalent en réglable, qu'on appelle équerre à combinaison. Donc en fait, qui coulisse, et avec une table beaucoup plus intéressante pour les 45 degrés. L'avantage avec, c'est aussi la prise de cote. On a quelque chose ici, on vient le prendre, prise de cote d'équerre bien sûr, on serre, et on peut reporter où on veut cette cote qu'on a pris. Donc c'est sympa. Bon là la petite bulle c'est un peu pour amuser la galerie, hein. Si vous avez que ça comme niveau, vous êtes quand même mal barré. On a les équerres type japonaise, donc celle-là je pense que vous la connaissez, elle est dans tous les magasins de bricolage, c'est un peu le couteau suisse de l'équerre, couteau suisse pas fabriqué en Suisse quoi. Ça fait tout et n'importe quoi mais ça le fait pas forcément super bien. Donc moi quand j'utilise plutôt une vraie que j'ai commandée en même temps que j'ai acheté mes ciseaux à bois japonais. C'était, j'ai plus en tête le prix, c'était pas bien plus cher et puis je voulais en avoir une en fait. On travaille très facilement les coupes d'onglet à 45 degrés avec, donc il n'y a aucun réglage évidemment. On l'utilise très peu pour du 90, mais on travaille vraiment aisément pour prendre nos 45 degrés sans problème. Et moins encombrant que quand on va chercher un 45 degrés comme ça, où on dépasse de ce qu'on travaille. Et en plus, je vous ai dit, on travaille que sur ça contre ça. Donc ça, c'est beaucoup plus précis. J'emmène jamais sur les chantiers, pourquoi? Parce qu'on va avoir tendance à la poser comme ça. Et le premier qu'appuie ici, c'est fini. C'est de l'alu, en 2 secondes, c'est fini. Donc équerre d'atelier, un petit peu sympa, on va dire. Voilà, à utiliser. L'équerre alsacienne, donc plutôt chantier, plutôt charpente. Donc c'est ce qu'on appelle une équerre plate, c'est pas une équerre à talons. On peut travailler sur du plat. Les trous là c'est pour faire trusquin, c'est pas d'une précision géante. Après en charpente on fait pas de l'horlogerie non plus, ça peut nous suffire, c'est gravé. Donc on veut faire à 7, hop, on se trace un trait à 7. Elle est intéressante pourquoi? En charpente tous nos bois sont pas dégauchis et lisses comme des bois du marchand de matériaux. Donc quand on veut prendre une équerre, avec le petit talon de l'équerre à talon, suivant la forme du bois, on prend sur trop peu. Là, on va pouvoir mesurer, se plaquer sur 60 cm pour prendre notre équerre. Donc on peut épouser éventuellement un creux, une bosse, une impureté, de la sciure ou quelque chose plus facilement avec ce type d'outil. Donc voilà pour l'équerre typique de charpente. Après il y a ma petite préférée, c'est l'équerre pliable. Alors ça peut paraître gadget, il faut absolument prendre de la marque. Ça c'est une très bonne marque suédoise, fabriquée en Suède. En fait, la marque et le prix vont jouer sur la qualité de cette articulation et des blocages. Là, je vous garantis que c'est du vrai 90 degrés et ça, c'est du vrai 45 degrés. Ça ne bouge pas et ça va dans la poche à mettre. Donc ça, sur chantier, c'est l'idéal. Bon, c'est un petit budget, hein, je ne veux pas dire de conneries, je crois qu'on est sur une quarantaine d'euros. Mais c'est vraiment un bon outil. Par contre, il ne faut absolument pas prendre l'équivalent pour bricoleur ou en sous-marque parce que c'est clair et net que cette articulation-là, elle ne va pas supporter un millier d'ouverture. Voilà, donc moi ça c'est ma petite préférée, c'est pas du tout indispensable, mais moi j'aime beaucoup. Après on a le chapitre des fosses équerres. Donc moi ce que je vous recommande, c'est la fosse équerre réglable. C'est-à-dire que si vous manquez de place pour prendre votre angle, vous pouvez descendre jusqu'ici. Donc là classique, on connaît, on serre un peu le papillon, on prend notre angle, on le reporte sur le bois qu'on a à découper, on découpe, hop. Autant la prendre en réglable. Voilà. Après un petit outil sympa comme je vous ai montré le maître à broche tout à l'heure. Cadeau d'un collègue de travail, une fosse équerre qui a été fabriquée avec 3 jauges de charpentier en bois. On trouve encore les marquages de la jauge. Donc précis au début, moins précis après, 30 mm de large. Et voilà. Objet rigolo. Objet rigolo, j'utilise plutôt sur une table à dessin, sur des plans, j'emmène pas trop sur le chantier. Je sais pas en quelle année ça a été fabriqué, mais objet que j'affectionne particulièrement. Petite chose à savoir que certainement beaucoup d'entre vous savent déjà, vous n'avez pas d'équerre, vous êtes sur un chantier, vous êtes sur l'échafaudage, vous êtes sur le toit, vous n'avez pas envie de redescendre de camion, votre égoïne fait équerre. En fait, sur le manche, vous avez 2 tables, une table à 90, une table à 45. On se plaque, du côté où il n'y a pas les dents bien sûr, on trace à 90,
on trace à 45. C'est pas d'une précision extraordinaire. Alors déjà, si vous prenez une Egoin de marque, ce sera un petit peu mieux qu'une Egoin de supermarché. C'est pas d'une précision extraordinaire, mais vous avez un chevron à couper d'équerre, un chevron à couper à 45 degrés. On est en charpente, ça suffit largement, ça dépanne. Voilà. Pas mal de monde alors certains le marquent, là c'est pas marqué. Il y a pas mal de monde qui le sait, mais j'ai quand même rencontré beaucoup de gens qui le savaient pas. Voilà, c'est un petit détail en passant. Petit aparté, quand on veut travailler et tracer d'équerre, il existe le théorème de Pythagore, dont le cas particulier 3, 4, 5. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente pour redresser la porte. Je m'en sers régulièrement. J'ai bien envie de vous faire une petite vidéo dessus pour dédramatiser ce nom qui a terrorisé je ne sais combien d'écoliers. L'école ne sait pas nous y intéresser, mais c'est très important, très intéressant. Donc n'hésitez pas à bien me le dire dans les commentaires. Moi, en vrai, j'ai envie de vous faire une vidéo sur Pythagore pour dédramatiser le truc. On vient de parler d'outils de précision. Il va de soi que c'est des outils dont on prend soin. Ça traîne pas au fond de la caisse à outils avec le marteau par-dessus. Si possible, dans les poches à mettre pour ce qui tient dans les poches à mettre. Le reste dans le dessus de la caisse à outils, suspendu à l'établi pour ce qui est troué. Mais c'est des outils dont on prend soin. Sinon, c'est plus des outils de précision en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Alors pour finir, le traçage. Donc on a les impérissables, les 3 crayons. Le rouge pour tracer sur le bois, le vert qui a souffert, mais bon, pour tracer sur tous les matériaux minéraux, pierre, ciment, chaux, terre cuite, tuiles, etc. Et le bleu, alors pareil, il a ramassé un peu, mais croyez-moi, il est bleu, qui est plus rare, il est pour tracer sur du mouillé, en fait. Vous avez un peu d'encre de Chine dans la pointe, et sur du sec, il ne va rien tracer, mais dès que c'est mouillé, typiquement du bois qui a été stocké dehors, il trace sur du mouillé. Donc intéressant à savoir. Voilà. À savoir, celui-là, c'est encore un grand crayon. On ne jette pas son crayon quand il fait cette taille-là. Et même quand il fait cette taille-là, on le garde. On le garde pourquoi? Bah déjà pour ne pas gaspiller. Et parce qu'un tout petit crayon, il n'est pas rare qu'on soit amené à contre-tracer derrière un meuble, en pose de cuisine notamment, ou ce genre de choses, et le petit crayon il vous sauve la vie, parce qu'on plusieurs fois on a cassé un petit bout sur notre crayon parce qu'on n'en avait plus, il vous sauve la vie, et s'il dépasse plus de la poche à mettre, c'est pas compliqué, une chute de tubiro, une chute de gaine d'électricien ou quoi qu'est-ce, hop, ça y est, il a beau être petit, il dépasse de la poche à mettre, et quand il est petit, il tient dans la casquette. Faut être un casquetteux, mais ça marche aussi. Donc voilà, ça c'est le classique. Pour tracer sur le métal, on a la pointe à tracer. Sur le métal, les stylos marquent mal, les crayons marquent mal, le marqueur c'est gras, c'est quand même pas très précis. On a la pointe à tracer, donc assez pratique. Alors traçage classique, traçage comme je vous disais, vous êtes coincé, il faut aller contre-tracer, on peut aller tracer au fond de quelque chose. Des gros marqueurs, toujours utiles, plus pour établir des palettes, pour établir des morceaux de bois, c'est pas les tracés que vous allez découper, ça suffit largement pour faire le trait de débit, tout comme une craie grasse. Très pratique aussi, ça peut être intéressant à voir. Après, tracer sur du bois, du panneau notamment, on va être plus précis, on a le critérium. J'utilise régulièrement, on n'est pas obligé de ressortir le couteau toutes les 2 minutes pour tailler. Assez fragile sur les chantiers, mais si on en prend soin, ça joue. On a le vrai critérium, où on affûte nous-mêmes la mine sur du papier de verre, idéal. Donc plus on a un angle aigu, plus on va être précis, mais fragile. Ça c'est déjà un petit peu plus robuste, donc sur les chantiers, ça marche aussi. On a, en charpente et en menuiserie, moi j'aime beaucoup, on a le 4 couleurs. Parce qu'on a parfois des traits de construction, comme les traits que je n'ai pas coupés sur l'écharpe dans la vidéo sur la porte. Les traits de construction peuvent être d'une couleur, les traits à découper de l'autre couleur. Et puis on a un petit nouveau, là je vous le montre pour la blague. Bic maintenant nous fait le 4 couleurs où ils ont viré le vert, qui ne servait à rien à part à corriger quand on était en CP. Ils nous ont mis un critérium à la place. C'est un peu gadget, avec la gomme derrière. C'est un peu gadget, mais c'est pas si bête que ça. Donc voilà pour ce qu'on a de plus courant en traçage. Des craies, c'est toujours utile aussi, des craies au fond du camion. Quand on doit tracer quelque chose, pour implanter quelque chose sur une dalle, sur du béton, sur du bitume, ça peut arriver. Alors on parlait tout à l'heure d'équerres japonaises. Les Japonais ont un outil traditionnel pour tracer aussi, le kiridashi. C'est entre un ciseau à bois et un couteau. Et en fait ça trace sans encre. Ça vient rayer le bois si on est à contre-fil, et si on est dans le fil, ça vient écarter 2 fibres de bois. J'en ai pas pour ma part. Par exemple, je vous conseille, je vais vous mettre en lien, je vous conseille la vidéo d'Olivier Verdier où il en fabrique un, qui est vraiment très bien. C'est un outil qui est assez classe, le sien est joli d'ailleurs. Moi j'utilise dans le même genre quand je veux vraiment être très précis, sur des petites queues d'aronde, sur des choses précises, dans du mobilier, sur des petits assemblages. J'utilise des scalpels, voire un couteau.
Mais voilà, il faut savoir aussi qu'on peut tracer en rayant. C'est ce qu'on fait avec la pointe à tracer sur le métal d'ailleurs. Autre astuce, je vais prendre mon équerre à talon. Je vais tracer ici. Ça, c'est la partie qui m'intéresse. Ça, c'est ma chute. Je vais donc couper à droite du trait. Puisque si je coupe à gauche du trait, par rapport à ce que j'ai tracé, je vais amputer le bois que je garde de l'épaisseur de ma lame. Alors oui, il y a des lames qui sont fines, mais elles seront toujours trop épaisses. Donc on coupe toujours du côté de la chute. Et si possible, si vraiment on va être sur de la menuiserie d'ultra précision, si possible on coupe à droite du trait, mais que la moitié du trait. Donc là je ne vous cache pas que si vous avez tracé au petit Critérium 05 HB, couper la moitié du trait, il faut quand même déjà être solide. Mais voilà, toujours bon à savoir, on coupe toujours du côté de la chute. À connaître aussi, alors là on n'est plus du tout dans le domaine de la précision, les dimensions de votre corps. La plupart, à peu de choses près, on est foutu pareil, du départ de notre coude au bout de notre majeur, ça fait 50 cm. Moi pour ma part ça fait 49, je suis 1m75, je ne suis pas bien grand. Je plaque mon coude, je viens chercher, j'ai 49 cm. Quand on a quelque chose à mesurer rapidement, on va chercher un buffet en brocante, bah voilà, en 2 secondes, 50, hop, là, une trentaine, on le sait parce qu'on a toujours notre jauge dans la poche et qu'elle fait 35 cm, on sait se rapprocher un peu. C'est des choses à garder en tête. En fait, les codes, il faut toujours les avoir en tête. Pour la plupart d'entre nous, on sait par exemple qu'en écartant nos doigts comme si on mimait le téléphone, pour la plupart d'entre nous, ça fait 20 cm de là à là. Si on prend le temps, évidemment, d'appuyer les phalanges ici, pour régler l'écart, sinon il n'est pas fixe. Moi, je sais par exemple que pour moi, ça fait vraiment 20 cm à rien près. C'est des petites choses à savoir. Vous prenez une cote en pas longtemps. Alors c'est pas avec cette cote là que vous allez couper un morceau de bois, mais c'est avec cette cote là que vous allez dire à votre client, ou même pour chez vous, vous travaillez pour vous, ah il me faut un morceau de 80, on descend à la cave, j'ai un bout d'OSB, j'ai pas mon mètre, tac 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 tac, non bah c'est bon, 80 je l'ai quoi. À moins que vous ayez vraiment l'œil et que vous le visualisiez en direct. Donc ça c'est des petites choses à savoir. Tout comme l'utilisation des objets du quotidien pour visualiser des cotes. Y a votre cousin qui vous dit tiens, je te ramènerai bien mon salon de jardin, la table elle fait 3 mètres, je m'en sers plus. Vous n'avez pas de mètre, vous n'arrivez pas à la visualiser, et ben voilà, qu'est-ce que 3 mètres? Faut rapprocher ça aux objets de votre quotidien. Quelle longueur fait votre bagnole? Par exemple, votre bagnole, vous la voyez tous les jours, vous êtes largement capable de la visualiser quelque part. Vous voyez bien si vous arrivez à rentrer dans une place de parking ou non. Ben, cette bagnole, il faut connaître sa taille, elle vous aidera à visualiser un terrain, une petite pièce, tout un tas d'objets du quotidien. Il suffit qu'on les mesure et qu'on les retienne. Et après, on l'a dans le crâne. Et vous verrez qu'on a rarement une erreur qui dépasse 10% quand on visualise avec tous ces objets du quotidien qu'on fréquente tous les jours. C'est des petites choses, il faut apprendre à vivre avec les cotes, il faut être à l'aise avec ça. On va parler également du compas pour reporter des cotes. Donc évidemment, il y a plusieurs compas de plusieurs tailles. Hop. Donc par exemple, moi je veux prendre 10 cm. Donc je vais prendre 2,50 à 60, et là je peux reporter indéfiniment mes 10 cm si c'est quelque chose qui va être répétitif, comme un assemblage à queue d'aronde, comme quoi que ce soit. On peut le répéter au compas, on peut tracer au compas en rayant le bois. Si c'est un trait de construction, on n'appuie pas beaucoup, sinon on va être obligé de penser pour l'enlever. On peut aussi faire ce qu'on appelle une pige, c'est-à-dire vous avez, je sais pas moi, vous faites un sommier de lit, vous avez une vingtaine de lattes à faire, vous prenez le temps de faire une latte et de la couper à la perfection, à la bonne cote. Cette latte, vous mettez une croix dessus, vous la notez, et vous vous servez de cette latte pour tracer les autres. Par contre, toujours de la même. Parce que si jamais avec cette latte, vous coupez la latte numéro 2, hop, vous vous servez de la latte numéro 2 pour tracer la latte numéro 3, etc. Si jamais vous avez une petite tendance à une erreur d'excès d'1,5 mm, à la 20e latte, vous avez chopé 2 cm. Donc on garde toujours le même, c'est le gabarit, il est précieux, une pige on appelle ça aussi. Donc ça c'est très pratique. Et il n'y a pas d'erreur possible. Le morceau de bois, il fait la taille qu'il fait, vous tracez avec. Alors que s'il vous faut 56,8 mm fort, parce que c'est presque 56,9, et ben en le traçant, ça va être votre tracé la marge d'erreur. Une pige ou un gabarit, il n'y a pas de marge d'erreur. Il n'y a pas de mètre à lire, ça reste le moyen le plus fiable. Une tablette de fenêtre avec des murs qui ne sont pas d'aplomb, si vous attaquez à la fausse équerre et au mètre, c'est faisable, hein, ça m'arrive de le faire. Hein. C'est faisable, mais il faut être ultra méticuleux. Par contre, vous arrivez avec un calendrier de la poste, vous l'approchez, vous le découpez, vous représentez, vous découpez, vous présentez. Une fois qu'il est parfait, vous le mettez sur votre tablette, vous tracez votre bois. Si sauteuse, ça arrive, ça biche, quoi. Donc, pas hésiter des fois à se passer de la mesure et à prendre réellement un gabarit ou une pige, un outil, quoi. Voilà.
Je vous parlais aussi de la précision, le fait qu'on ait donc cet indice en chiffres romains pour la précision qui est garantie, donc c'est un défaut en millimètres tous les 10 mètres il me semble, je vous mets le lien avec tout. C'est pas tant important que ça, parce que, admettons, vous avez un mètre qui est vraiment mauvais, qui est même irrégulier. Les 10 premiers centimètres font 12, les 10 d'après font 9. Du moment que c'est avec ce mètre-là que vous prenez votre cote, et que c'est avec ce mètre-là que vous tracez pour couper, peut-être que la cote sera pas bonne, mais le morceau de bois, il fera la taille qu'il a besoin de faire, le morceau de bois ou quoi que ce soit d'autre. Donc c'est important à savoir, la précision, c'est très relatif en fait. Par contre, s'il faut aller au bricot, chercher une tablette de 80 et que vous avez mesuré avec votre mètre à la con, là ça marche pas. Là, la précision de votre outil est justifiée. Mais du moment que c'est vous qui prenez la cote et vous qui tracez pour travailler, vous pourriez le faire avec une ficelle et puis un marqueur en exagérant. Donc voilà, il faut bien relativiser la précision. Il faut être consciencieux soit quand on travaille, et être précis quand on trace, c'est vraiment la base de tout. Ça s'apprend avec un petit peu de patience, avec du sérieux, puis avec du temps. Alors pour le mot de la fin, on a abordé pas mal de choses dans lesquelles on n'est pas forcément rentré en détail, sinon mis bout à bout ça aurait fait une vidéo regardable. Je pense qu'on va être autour de 15-20 minutes au montage. Si vous voulez qu'on rentre plus précisément dans certains sujets, pourquoi pas, moi ça me va, c'est des vidéos sympas à faire. Donc n'hésitez pas à me le signaler. Pensez bien à me dire si une petite vidéo sur Pythagore vous intéresse. Moi ça me ferait rire de dédramatiser quelque chose qui vraiment me plaisait pas quand j'étais à l'école, alors qu'il y a une utilité derrière. Je vous remercie encore pour tout le soutien. Il y a les vidéos vocabulaire qui vont arriver. Je vais essayer de trouver d'autres petits chantiers, d'autres petits jobs super ludiques comme la porte à vous montrer parce que c'est intéressant, puis il y a eu des bons retours de votre part. Et voilà, merci encore et puis à bientôt.